C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition du 10 février. C'est un jeudi, mais c'est un début de semaine pour nous, hein, j'insiste là-dessus. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna, content de te voir virtuellement, content de t'entendre, c'est toujours un plaisir. Oui, bien merci, surtout qu'on est dans les fabuleux, en partie dans les fabuleux studios de C23 là, qui nous permettent d'avoir accès à une technologie, n'est-ce pas, dans laquelle, qui nous échappait, je devrais le dire comme ça avant, parce qu'on était en direct sur Zoom. On est encore sur Zoom pour ceux qui nous cherchent en vidéo, mais on est aussi en audio sur les plateformes balado de votre choix, Apple Music, Spotify. En fait, j'aurais dire Apple Balado, mais on devrait faire Spotify, Google, et j'ai aussi inscrit notre balado sur Deezer, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est quand même assez cool comme service balado, comme service musical aussi, mais il est moins répandu, moins reconnu, mettons. Bref, on est partout. Évidemment, vous allez aussi sur le 98.5fm.ca dans l'onglet balado. On est à côté d'excellents titres comme La Poche Bleue et Ça tient la route, qui est la balado auto, que je co-anime aussi. Je suis dans la grosse plug là, en ce moment. Allez voir ça, allez écouter ça, amusez-vous, il y a du contenu de qualité partout. Chez nous, la semaine passée, on en parlait d'ailleurs de Starlink qui apparemment ne résiste pas aux orages magnétiques. C'est fou, les orages jusque dans l'espace. Avant d'en parler, par contre, je te laisse, si tu me permets, Pascal, nous présenter nos commanditaires. Oui, nos commanditaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, merci à vous. Et aussi notre partenariat café avec une tasse de tech avec la machine Jura E8, entièrement automatique, une superbe machine à café. Je dois contrôler ma quantité de café que je me fais par jour, tellement elle est fantastique. Elle transforme du café en grains en boisson caféinée ou non de votre choix. On peut aussi ajouter du déca, du café en poudre dans une petite chute à l'arrière si on veut un petit déca dans l'après-midi ou un café un peu spécial. Il y a un affichage qui est magnifique pour le choix des boissons, des ajustements précis des quantités de lait, de café et d'eau pour avoir des boissons personnalisées. Jetez un coup d'œil sur le site de Edica, leur distributeur, leur salle de montre, elle est magnifique, on dirait un puits de Formule 1. Et vous avez même un filtre intelligent qui élimine l'accumulation de tartre. C'est vraiment fantastique. Nettoyage est facile. La Jura E8, superbe machine à café. Je vous la conseille. Je l'adore. Je suis très soucieux de réduire ma consommation de lait et j'ai découvert l'Americano, qui est un café substantiel. En fait, c'est un espresso très allongé avec de l'eau. Mm-hmm. J'en prends un là, et je parle à une vitesse ahurissante tout le restant de la journée. Donc, effectivement, il faut surveiller, il faut se doser quand même, malgré tout. Tu as bien raison. On parlait d'orage magnétique juste avant. C'est fou. Comment? Il y a de la météo même dans l'espace. On se dirait que non, mais ça a affecté Starlink d'ailleurs. Oui, tu as parlé la semaine dernière de Starlink dont les débits étaient surprenants, dont la capacité augmentait, dont on allait même offrir un service pro plus rapide, plus performant, plus coûteux. Mais Starlink, l'inconvénient, c'est que dans l'espace, il y a des tempêtes magnétiques et Starlink a perdu 40 satellites à sa constellation de satellites en raison d'un orage magnétique. Ils ont c'est pas beaucoup, pu atteindre... mais c'est en même temps très peu, en fait. C'est très peu, puisqu'ils en ont à peu près 2000 en ce moment. Ils pourraient en avoir jusqu'à 12 000 dans le futur. Les satellites n'ont pas pu atteindre l'orbite qui était prévue en raison des fluctuations dans l'atmosphère qui augmentaient la résistance. C'est complètement délirant. On dirait vraiment quelque chose de Star Wars comme phénomène. Ouais, les satellites se sont mis en position pour ne pas être affectés autant par les champs magnétiques. Et puis, d'ailleurs, on parle de champs magnétiques tout à l'heure, c'est un beau lien, mais ils n'ont quand même pas eu assez d'énergie pour se retrouver à leur satellite. Donc, 40 satellites vont retomber dans l'atmosphère, c'est sans danger, et ça ne fera pas de pollution dans le ciel, mais c'est quand même 40 satellites avec une... Ouf! Oui, bien parlons-en d'orage magnétique, mais juste avant, juste pour préciser que, parce qu'on rentre dans l'actualité, n'est-ce pas, que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée, sans flafla, directement dans votre boîte de courriel, 2 fois par jour, infobref.com. J'y tiens une chronique techno, d'ailleurs, qui est pas mal du tout. Je dis ça de façon très objective. T'es dans l'infoplug, mon vieux, jusqu'au bout de ta propre... Mais t'es très talentueux. Puis tu l'écris en plus pour le devoir. Alors, je dis que c'est important de s'informer. C'est juste ça que je veux dire. Mais effectivement, écoute, parlant de satellites paralysés, il s'en est passé des affaires cette semaine dans la paralysie. Oui.
Le système de divertissement de certains propriétaires de véhicules Mazda a été paralysé parce qu'ils écoutaient une station de radio. Quand j'ai vu ça, je suis parti à rire. Je me dis, mais quel scénario de Mission Impossible, de film de science-fiction. C'est que le signal d'une station de radio NPR, c'est une radio publique, une Un radio grand réseau national aux États-Unis, ouais. exactement, a diffusé un signal qui a fait planter carrément le système de divertissement audio de certains véhicules Mazda. Ça mettait le système en boucle de redémarrage et en le figeant à la fréquence de la radio. Donc, je trouvais ça très cruel. Non seulement tu ne peux pas changer de poste, mais ton système redémarre constamment. Chez le concessionnaire, les propriétaires touchés se sont fait dire que le système était mort. Fallait donc remplacer son système de divertissement carrément. Avec une autre belle surprise, ça coûtait plus de 1500 $ américains. Ouf. Et surprise supplémentaire qu'en raison de la pénurie de puces, le système n'était pas très disponible pour les prochains moments. La station de radio, elle aurait diffusé, vous savez, les informations qui sont affichées, le nom de la chanson, des trucs comme ça. Une image aurait été diffusée sans extension. Et sans extension, le système de divertissement n'a pas su quoi faire avec le fichier, ce qui a fait que c'est emballé. Aïe, Je aïe, aïe. trouvais ça très, très, très drôle. Heureusement, les propriétaires se sont fait dire que le système allait être remplacé sans frais. Mais ce risque-là, que notre système fige à cause de la diffusion d'une émission de radio, moi, je me dis, il y a un film qui va sortir avec ça, c'est sûr. Ben, au moins, c'est juste la radio, c'est pas le volant, l'accélérateur. Non, c'est ça, mais c'est un risque qui va durer tant qu'on aura de plus en plus, en fait, avec les véhicules connectés, là, ça reste des appareils électroniques qui comportent leur lot de failles. Et ça, c'en est une, effectivement, à la fois cocasse et sérieuse parce que ça peut être malicieux puis ça peut être complètement maladroit comme cause. Et ça a un effet quand même assez. Mais c'est ça, important. que ce soit une erreur ou non, la possibilité que dans ce cas-ci, seulement son système de divertissement fige, c'est pas drôle, mais imagine que justement l'attaque puisse être plus intelligente ou ça va diffuser sur plusieurs chaînes en même temps. Tu peux causer certains dommages. En tout cas, il semble que les nouveaux modèles n'ont plus ce problème-là, c'est que ça a été corrigé, mais c'est quand même particulier que la diffusion d'une émission de radio très standard puisse affecter un système comme ça. C'est fou quand même. Oui. On va parler d'un autre sujet qui est peut-être, je ne sais pas, je pense que c'est le sujet de la semaine là, dans les technos. Samsung a dévoilé mardi, c'est pas vrai, c'est mercredi, mercredi matin, la nouvelle génération de son téléphone Galaxy S qui s'appelle le Galaxy S22. Il y a le S22, S22 Plus et S22 Ultra qui est essentiellement, dans le dernier cas, là, le Galaxy Note repackagé, renommé. Ils ont sauté une génération avec le Note pour plein de raisons. Ça a toujours été, moi, mon téléphone préféré de la gamme Galaxy. Et je pense que je devais probablement être en minorité parce qu'ils ont clairement senti que ça ne changeait pas grand-chose s'ils éliminaient ce produit-là de la gamme. Cela dit, le S22, c'est un bel appareil. Visuellement, il a l'air superbe. J'aurais aimé ça vous le présenter. Il est en route. La livraison va se faire d'un instant à l'autre. Malheureusement, on est en enregistrement maintenant, donc je ne peux pas vous le présenter. On y reviendra certainement la semaine prochaine. Par contre, on peut vous parler de l'impression, des premières impressions. On parle d'évolution plus que de révolution. On en parlait tantôt avant d'enregistrer. Il y a un super cycle dans le marché du sans-fil qui fait que les grosses nouveautés arrivent pas à chaque année, mais peut-être aux 3-4 ans, tant du côté d'Apple que de Samsung que des autres. Le marché a atteint une certaine maturité là, qui fait qu'on ralentit cette espèce d'innovation révolutionnaire. Parce que les gens, on ne change pas de téléphone à chaque année, on change de téléphone aux 4-5 ans, donc les fabricants s'adaptent. Ce que ça signifie pour le S22, c'est qu'on a 3 modèles à écran de 6,1, je pense 6,3 et 6,8 pouces dans le cas du S22 Ultra. Ce qui est intéressant à propos de ces écrans-là, c'est qu'on parle d'une technologie dynamique AMOLED 2X avec 120 Hz de rafraîchissement et une luminosité de 1200 nits. Un nit, c'est la luminosité générée par une chandelle en principe, mais c'est aussi rendu le nouveau standard pour définir la qualité, pas nécessairement de l'affichage, mais au moins de l'éclairage. Et les écrans AMOLED de Samsung ont toujours été les plus spectaculaires, disons-le franchement. Là, on imagine que ça va être extrêmement, non seulement lumineux et coloré, mais aussi très contrasté, donc ça va être des beaux écrans, des beaux appareils. Un écran de 6 pouces sur un téléphone intelligent, il n'y a pas longtemps, c'était considéré un très grand écran. Maintenant, c'est rendu banal parce qu'on a un petit peu joué avec les proportions, mais quand même, c'est fou. L'appareil ultra robuste, justement, l'affichage a droit à une nouvelle génération du verre Gorilla Glass de Corning qui apparemment est extrêmement rigide. On y revient à chaque année, évidemment. À chaque année,
On a toujours On monte la barre un petit peu, Gorilla Plus, là. Cela dit, on l'échappe et il s'éclate quand même et il s'égratigne facilement, donc gardons quand même J'entends de moins en moins de problèmes de bris de téléphone. C'est peut-être juste moi, mais il y a encore toujours des gens qui réussissent à péter leur téléphone, mais je pense qu'il y a vraiment une amélioration qui s'est faite dans les écrans. C'est très vrai, mais encore aujourd'hui, on n'est pas au stade où on se promène sans étui, et ça, c'est quand même assez ironique. C'est rare qu'on met un étui sur n'importe quoi. On ne met pas un étui sur notre frigo, on ne met pas un étui sur notre téléviseur. Il me semble que les téléphones devraient atteindre ce niveau-là de robustesse. En tout cas, bref, IP68 en termes de résistance aux éclaboussures, à la poussière, tout ça, c'est très sympa. Mais surtout, des nouvelles caméras, un nouveau processeur qui s'appelle le NPU, qui, sans avoir regardé ce que ça signifiait au départ, je pensais que c'était le Night Photography Unit parce que Samsung a tellement insisté pendant la conférence sur cet aspect-là de l'appareil photo. Prend des photos en mode sombre, prend des vidéos en mode sombre et on rehausse la qualité de l'image. Mais en fin de compte, le NPU, c'est le Neural Processing Unit. Donc, c'est un peu la mode dans le sans-fil. On ajoute un processeur d'apprentissage machine, en tout cas, d'intelligence artificielle, et je mets des guillemets là-dessus, pour améliorer justement le traitement des photos, le traitement de l'image, la capacité à gérer les différentes applications. Il faudrait voir concrètement ce que ça donne. Il y a surtout un changement de processeur, puis ça, c'est un peu cocasse, parce que d'habitude, on connaît un peu les générations de processeurs Snapdragon. Le dernier, le S21, avait le 888. Et là, on vient avec le Snapdragon 8, génération 1. C'est comme si on partait la machine à zéro, puis on disait, bon, là, on revient avec une nouvelle appellation. Ça, c'est exclusif à l'Amérique du Nord et à l'Inde. Parce qu'ailleurs dans le monde, Samsung utilise un processeur fait maison qui s'appelle Exynos, qui est aussi très performant, mais qui, semble-t-il, avait bien des problèmes l'année passée. Beaucoup de propriétaires d'un S21 se sont plaints d'une performance inégale. Donc, nous, on a un processeur fait par Qualcomm aux États-Unis. Je pense qu'il est fait en Asie, mais la société californienne. Cela dit, ça fait plusieurs années que Qualcomm existe, on le sait, et leurs produits sont reconnus pour la stabilité et la qualité. Dans ce cas-ci, dans le cas du Snapdragon 8 génération 1, on parle d'une amélioration de la performance globale d'à peu près 6 %, donc ce n'est pas grand-chose par rapport au S22, mais surtout, on conserve une autonomie qui est, en bon français, flabbergastante. Bref, c'est à tomber sur le derrière. On parle de 54 heures d'utilisation de lecture musicale, donc sans être très actif avec l'écran, au moins, il y a quand même du fonctionnement. Pour le S22 de base, ça va jusqu'à 80 heures d'autonomie pour le S22 Ultra, ce qui est énorme. On a dans la fiche technique le choix entre 128 Go jusqu'à 1 Teraoctet de stockage selon le modèle. Détail intéressant, l'appareil va être mis en vente à partir du 25 février. La précommande a commencé et en précommande pour les 2 prochaines semaines, si vous achetez un S22, on double le stockage gratuitement à l'intérieur. Donc, vous avez un modèle de base à 256 Go. Ça, c'est pas mal cool. Ça je déteste pas. Les prix de détail, ça commence à 1099 sans forfait, sans rien, sans amortissement d'un fournisseur de services sans fil. Pour le S22, le S22 Ultra, il part à 1649. J'aimerais vous dire que c'est un bon prix, mais c'est cher des téléphones à 1000 $. Moi, j'en reviens pas. On faisait il y a quelques semaines, là, le gouvernement fédéral disait qu'on a réduit de 25 % la facture de sans fil du Canadien moyen, blablabla. Puis finalement, quand on fait le constat, ce 25 % là a essentiellement été pris par le coût des téléphones qui a augmenté sans bon sens depuis 3 ans. Mais bon, ça a l'air que c'est rendu ça la norme. Évidemment, le Galaxy S, c'est rendu l'appareil le plus haut de gamme de la gamme Galaxy. Il y a toujours le Galaxy A, il y a toujours d'autres modèles chez Samsung qui sont quand même intéressants. Et en plus, on imagine que Apple devrait arriver, pas la semaine prochaine, mais dans 2-3 semaines avec un iPhone SE qui pourrait aussi faire baisser le prix. Donc, question de timing, là, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais bel appareil pour voir comment il va être reçu. Moi, j'ai hâte on va vous parler du S22 la semaine prochaine, mais le S22 Ultra aussi, j'ai hâte de voir comment il va performer. Parce qu'il vient avec le stylet S Pen et tout le reste. C'est ça, le stylet S Pen intégré, inclus gratuitement. Moi, j'ai été un peu laissé sur ma faim par les nouveautés. C'est une belle amélioration, mais il n'y a pas de révolution. Exact. Je pense que la plupart des gens qui ont un S20, un S21 vont pas sentir de fonctionnalité magique pour passer au nouveau modèle, à moins de vouloir absolument le nouveau modèle. Mais c'est une belle évolution, puis ça reste des téléphones de plus en plus performants, efficaces, durables et tout. On ne peut pas se plaindre, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la petite fonctionnalité magique qu'on fait « Ouh, je veux changer de téléphone pour cette fonction-là. » Ce sera peut-être pour la prochaine génération. Puis ceux qui s'ennuient d'une autre, eux autres vont peut-être vouloir passer au Ultra, mais à partir de 1149, c'est un pensée-y, comme on dit. Il y a aussi les tablettes, hein, je pense que tu as remarqué ça, toi.
Exactement. Ben, je suis toujours intéressé par un concurrent qui pourrait s'attaquer au marché des tablettes. Samsung fait de très belles tablettes. J'en ai une d'une première génération, les premières tablettes que Samsung a fait avec écran AMOLED, fantastique, à date de, écoute, presque 7-8 ans maintenant, et Oui. je trouve qu'elle est encore magnifique, là. Elle est plus à jour, là, mais elle est très, très bonne. Donc, la table S8, 11 pouces à partir de $900. J'ai fait, d'accord, c'est un appareil professionnel avec un lecteur de carte SD, avec un paquet de petites fonctionnalités comme ça, mais c'est quand même $900 pour une tablette. On n'est pas près du iPad d'entrée de gamme. Le modèle S8 Plus de 12,4 pouces et le modèle 14 pouces S8 Ultra à 1339. Encore une fois, il faut comparer avec les iPad Pro, j'imagine. On n'a pas le même appareil, mais je pense que la plupart des gens, si ont le choix entre avoir un iPad et une tablette S, à prix Ou un comparable, ordinateur portable complet à ce prix-là. ou un ordinateur portable complet, mais ce sont Ouais. de très beaux appareils. Encore une fois, j'ai hâte de les essayer. Les tablettes de Oui. Samsung sont magnifiques. Les écrans sont beaux, sont minces, sont performants, mais Ouais. c'est coûteux pour passer dans une tablette. On n'a pas nécessairement, c'est une tablette qui est basée sur Android, qui n'aura pas nécessairement la même flexibilité qu'on peut avoir, toutes les applications bien adaptées qu'on a avec le iPad. C'est toujours une question de comparaison. C'est vrai. J'ai bien d'essayer. J'espère que je vais pouvoir voir Le produit fini. l'enthousiasme. Oui, effectivement. Parlant de choses qui font rêver, mon cher ami, je vais faire ça rapidement, mais on a eu, c'est toujours des rumeurs quand on parle d'Apple parce qu'on ne commente pas les produits futurs et ainsi de suite. Mais on a entendu parler d'un truc qui s'appelle Reality OS, qui serait, dit-on, selon certaines rumeurs, le système d'exploitation dédié aux applications ou aux produits de réalité augmentée et virtuelle d'Apple. On le sait. Ben, on le sait, on le soupçonne très fortement. Si on se fie aux analystes qui suivent de très près là, la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Asie, celui qui est le plus connu, c'est Ming-Chi Kuo je pense que c'est KSI Securities, quelque chose comme ça, qui suit de très près, qui fait généralement des bonnes prévisions sur les nouveaux produits à venir d'Apple. On promet des lunettes, soit un casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée dès l'année prochaine. Et il est tôt en 2022, donc pensez 2023 et probablement même automne 2023. Initialement, on disait automne 2022, mais ça a été repoussé parce qu'il n'y a aucune urgence, à mon avis, et probablement même de l'avis d'Apple, de se lancer dans ce marché-là qui tarde un peu à décoller, quoi qu'on parle beaucoup de métavers ces jours-ci à cause de Facebook. Mais quand même, des gens ont découvert le ROS, l'espèce de petite abréviation de Reality OS, la mention de ce système-là dans des fichiers situés sur un... En anglais, c'est un repository, mais on ne peut pas dire repositoire, ça n'existe pas, mais un dépôt. Ça semble comme suppositoire, fait que c'est sûr qu'on n'aime pas ça. C'est pas super positif. Un dépôt GitHub? Un dépôt, c'est ce que je dirais aussi. On va en savoir un petit peu plus probablement en juin, parce que la rumeur la plus intéressante par rapport à ça, c'est que Apple, pour préparer le marché, dévoilerait les détails, au moins logiciels de sa stratégie dans la réalité virtuelle au WWDC en juin, le World Wide Developers Conference d'Apple, très suivi, et on se croise les doigts, peut-être qu'on va être là, on ne le sait pas. Ça pourrait être donc une annonce. On sait qu'il s'en vient aussi une annonce en mars chez Apple, peut-être pour des nouveaux iPad Air, entre autres, nouveau logiciel à préparer pour justement la conférence de juin. Donc, à suivre là-dessus, mais tout ça pour dire, longue histoire courte, que la réalité virtuelle intéresse, pour ne pas dire excite pas mal de monde dans la sphère techno, là, dans les GAFA et tout le reste, même si nous, en tant que consommateurs, ça nous passe un peu par-dessus la tête parce qu'on ne sait pas encore vraiment quoi faire à part jouer à des jeux. Ben, il s'en vient des trucs. À suivre vraiment si le marché va décoller, mais clairement, tout le monde s'aligne là-dessus. Je pense que le métavers, il faut l'essayer pour l'adopter. C'est un peu comme le iPad, c'est un peu comme le téléphone intelligent. Une fois que tu l'as dans les mains, tu fais « Ah, OK, c'est à ça que ça... » Puis moi, je reviens toujours sur mon expérience du HoloLens de Microsoft, notre partenaire d'ailleurs. Mais d'essayer le HoloLens m'a fait comprendre la réalité augmentée. Et là, j'ai fait « OK, là, on est dans un autre potentiel, niveau. C'est pas juste ludique. Les objets semblent vraiment présents dans l'espace. Et ça a changé beaucoup, beaucoup ma vision du métavers qui pourrait s'en venir. C'est vrai qu'il faut l'essayer pour le voir, mais en même temps, pour l'instant, l'applicatif reste assez limité. Donc, il y a du potentiel. Encore faut-il qu'il se réalise. C'est ce qu'on peut le dire comme ça. Parlant de choses qui doivent se réaliser, nous, on va faire une très, très courte pause et on revient parce qu'on a trouvé une compagnie à Montréal qui développe une technologie sans fil de recharge. Imaginez que vous mettez n'importe quoi sur votre bureau et que ça se recharge sans avoir les branchés dans le mur. Imaginez à l'économie et à la fin du casse-tête de tous ces câbles qui dépassent partout. Ça s'en vient, ça va être montréalais, c'est une compagnie qui s'appelle Quaise, on en parle dans un petit instant, restez avec nous.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech de cette semaine du 10 février. Nous, on commence les semaines le jeudi, pour aucune raison valable. Alain Mécana ici toujours avec Pascal Forget. Nous rentrons dans le vif du sujet avec notre entrevue de la semaine. Pascal, je te laisse présenter le segment pendant que je vais chercher virtuellement nos invités. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. C'est très, très simple. Vous allez sur godaddy.ca et vous créez un site web. Vous en avez besoin d'un, vous en voulez un, vous voulez modifier le vôtre, allez sur godaddy.ca. Ils sont là pour vous. C'est Pascal. On va parler de recharge sans fil, nouveau genre aujourd'hui. C'est quelque chose, moi, ça me rappelle juste des espèces d'expériences qu'on a vues, dont on a entendu parler il y a quelques années, du MIT là, aux États-Unis, qui promettait de charger toutes les choses dans une pièce sans aucun fil. Et j'imagine que c'est un peu ça, et en même temps que c'est un peu pas ça. Mais c'est quand même développé au Québec, à Montréal, par une compagnie qui s'appelle Quaise. Et pour en parler, on reçoit le PDG, M. Xavier Bidault, et le directeur de la stratégie de Quaise, donc Francis Roy. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Écoutez, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous parce que ce que vous faites m'apparaît extrêmement intéressant à titre très personnel parce que j'ai une tonne de fils et de câbles qui dépassent de partout dans mon bureau et aussi au sens plus large parce que la solution, je parle de moi, mais je pense que je représente plein de gens partout au Québec et dans le monde qui ont besoin ou qui cherchent une solution de recharge sans fil parce qu'à peu près tout est sans fil sauf l'alimentation. Et là, vous, ce que vous avez, c'est une solution pour ça. Expliquez-nous un peu comment cette technologie-là fonctionne. Bien, en fait, ce que nous, on fait chez Quaise, c'est du Surface Power. Puis ce que ça signifie, c'est qu'on peut transformer n'importe quelle surface. Vous pouvez penser à un plafond, à un mur, à un plancher ou un meuble en source d'énergie. Puis on est capable de transférer cette énergie-là vers tous les appareils de notre vie de tous les jours sans fil. Donc, oui, on règle le problème de ton bureau puis celui de millions d'autres personnes, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a vraiment l'impression d'avoir développé ce qui va être la révolution qui va nous permettre de finalement se débarrasser des fils électriques puis des prises électriques. C'est drôle, ça fait penser... vas-y, Pascal. J'allais dire, quand on pense à des surfaces, est-ce qu'on parle de surfaces en cuir, en bois, en tissu, en béton ou en métal? Est-ce que ça peut vraiment, ma table actuelle, peut être transformée en source de courant? Absolument. Notre technologie nous permet de le faire sur absolument tout type de surface. Puis c'est ça qui est vraiment impressionnant puis qui permet vraiment de se propulser dans le futur puis voir le potentiel de notre technologie. On le fait à travers tous les matériaux. Là. On a une petite limitation au niveau du métal, mais pour le reste, il n'y a pas de limite. Ça me fait penser, j'allais dire, Pascal, je m'excuse de t'avoir interrompu d'ailleurs, l'image qu'on a de Nikola Tesla à une autre époque, c'est qu'il pouvait allumer des lumières à même le sol partout dans une région donnée. Est-ce que c'est un peu la même technologie ou est-ce que c'est plus sophistiqué ce que vous faites pour arriver à alimenter des produits comme ça juste par la surface? Là? Ben, c'est la technologie. En fait, nous, ce qu'on a développé, c'est une technologie qui permet de pouvoir mettre un champ magnétique sur les surfaces. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui nous permet de pouvoir passer à travers la majorité des surfaces, que ce soit le bois, le béton, le marbre, le verre, ce qu'on discutait tantôt. Là. Donc, toutes les surfaces qu'on imagine, à part évidemment tout ce qui bloque les champs magnétiques. Donc, une table en métal, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Mais le champ magnétique, en fait, genre comme Nikola Tesla était expert en champ magnétique, on part du même principe, mais genre on a pris une direction totalement novatrice pour pouvoir avoir une technologie maintenant qui est révolutionnaire. Vous parlez de champ magnétique, est-ce que c'est un peu de l'induction, le même principe que les applications par induction, en fin de compte? Ben, en fait, non, ça n'a rien à voir dans le sens où l'induction, comme on le connaît en ce moment, il y a plusieurs limitations. La première, c'est ça prend un chargeur pour un produit. Fait qu'on a, on va dire, une POC pour pouvoir charger son téléphone. Donc, c'est un pour un. La zone de charge est très petite aussi. C'est que généralement, pour pouvoir charger son téléphone, il faut précisément le mettre sur le système pour avoir un petit peu une précision de ninja pour pouvoir. C'est des espèces de spirales qui envoient le signal. Je ne sais pas comment le dire. Vous, c'est pas ça du tout. Là. Non, ça n'a rien à voir. Nous, en fait, la limitation de la zone, c'est la surface en elle-même, c'est le bord de la surface. Donc, admettons une table, la limite de recharge
de la table ou de l'alimentation de la table, c'est le bord de la table. Ça fait une énorme différence. Et l'autre différence, c'est qu'on peut charger et alimenter le nombre de devices qu'on veut, le nombre de produits qu'on veut. Donc, c'est pas un pour un, c'est un pour plein de produits. Est-ce qu'il y a une capacité maximale? Vous dites le nombre d'appareils qu'on va mettre sur un bureau, évidemment, est limité par l'espace, mais j'imagine qu'il y aura une capacité de charge quand même maximale. La seule capacité maximale, c'est en fait le power supply là, qu'on a, genre le système qui envoie la puissance. Le bloc d'alimentation, oui. Le bloc d'alimentation qui limite en fait la quantité de puissance qu'on peut avoir. Donc, admettons, on a 100 watts, on peut charger jusqu'à 100 watts de produits sur une table. Oh, quand même. Et vous dites que ça couvre toute la surface. Est-ce que, je ne sais pas où vous en êtes dans le développement de la technologie, mais est-ce que c'est quelque chose que j'ajoute sur mon bureau ou vous allez vendre carrément le bureau complet? Comment on électrifie ou comment on alimente, disons, une surface à partir de votre technologie? Bien, en fait, il va y avoir un peu des deux. Au départ, tu vas être en mesure de rétrofitter ton bureau avec notre technologie. Mais comme on voit, quand on se propulse dans le futur, ce qu'on voit, c'est que notre technologie devient inclue à l'usine directement, comme on le voit avec des antennes Wi-Fi aujourd'hui ou comme on le voit avec des antennes Bluetooth dans certains appareils. Fait que quand on va progresser dans notre maturité, il va se passer les deux choses. Le rétrofitting va être une option, puis également la possibilité d'acheter des choses qui ont été construites Quaise Ready. Est-ce que, ça c'est l'autre question effectivement, parce qu'en ce moment, les téléphones, ça a pris un petit bout de temps avant qu'ils soient compatibles avec la norme Qi, là, qui est un peu la norme d'industrie pour les petits appareils qui se rechargent. Je ne veux pas dire, mais c'est sans fil, même si c'est avec contact, d'une certaine façon. Est-ce que ça prend aussi à ce niveau-là une compatibilité? Ça prend des appareils qui vont être compatibles avec votre technologie ou s'il y a déjà cette compatibilité à travers justement des normes comme celle de la Qi dont on parle souvent? Je pense que là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un peu en train de la créer, cette fameuse norme-là. Okay. Notre produit est tellement révolutionnaire puis, que la norme n'est toujours pas installée. Mais on est vraiment sérieusement bien positionné pour la définir, cette norme-là, de transfert d'énergie sans fil. Puis en fait, c'est là que réside le gros de l'opportunité que représente Quaise pour la transformation du monde électrique. C'est qu'on est vraiment bien positionné pour devenir le standard puis établir la norme. OK. Donc, vous en êtes où? Parce que ça, si vous voulez définir une norme, il faut parler à beaucoup de gens très importants. Quand est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait charger, par exemple, son iPhone, son clavier, sa souris, tout en les déposant sur son bureau? Bien, en fait, la réponse la plus intelligente que je peux te donner, c'est le plus vite possible. Mais on est une jeune entreprise qui est en train d'ouvrir ses ailes. Puis, on espère avoir des proof of concept avec des manufacturiers vraiment importants à très court terme. D'ailleurs, des success stories de Quaise présentement, c'est qu'on a eu une entente avec Maingear, qui est bien connu de la communauté des gamers, pour développer la première surface de jeu sans fil. Donc, on sait déjà que c'est par Maingear qu'on va se rendre en produit mainstream. Okay. Puis c'est super excitant. Ça vient valider notre proposition de valeur puis le potentiel de notre technologie quand un joueur aussi gros et influent que Maingear dit non, moi j'y crois puis je vais faire un produit avec vous. On parlait donc d'une souris, d'un clavier puis d'un moniteur, par exemple, qui serait sur une surface qui pourrait être alimentée, donc sans avoir les brancher dans le mur. Oui, exactement. Ce serait d'offrir aux gamers l'expérience complètement sans fil à partir d'une surface qui est produite par nous et Maingear. Donc, tous les périphériques qu'on utilise aujourd'hui dans le Gaming Experience, ce serait eux qui seraient alimentés sans fil à travers la surface qu'on développe avec Maingear. Moi, j'aurais une question sur les dangers et les interférences avec les autres appareils. Je sais que des fois, la recherche par induction, des trucs comme ça, c'est déconseillé pour les gens qui ont des pacemakers. Si j'ai un téléviseur, évidemment, c'est un LCD. Est-ce qu'il va y avoir des vagues? Est-ce que ça va causer des fluctuations? Si je mets un câble en boucle, j'ai encore des câbles pour certains de mes appareils, est-ce que ça va créer de l'induction qui va causer des interférences à mes autres appareils? En fait, je vais laisser Xavier répondre à ça, mais je voudrais juste faire le commentaire, c'est qu'avec notre technologie, là, on ne va pas se ramasser à vivre dans un micro-ondes géant. Non, moi, je ne suis pas trop inquiet. Non, je ne suis pas trop inquiet de ça. Je ne suis pas un conspirationniste de la 5G et tout. Mais oui, moi, c'est plus les interférences qui m'embêtent que le danger pour ma personne. Je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus que ça va être testé et validé. Mais moi, c'est surtout que si je pose mon radio FM sur mon bureau puis que le signal se met à fluctuer ou qu'il se met à avoir des vagues dans mon téléviseur parce qu'il y a de l'induction c'est plus ça qui m'inquiète.
En fait, c'est pas mal régulé. Quand on va sur le marché, il y a des régulations nationales et internationales qui s'assurent justement qu'on n'interfère pas avec d'autres produits, avec d'autres technologies. Donc, par exemple, la FCC ou Industrie Canada ont des normes justement d'IMI et IMC. Donc, l'IMC, c'est pour la compatibilité avec les autres technologies. Donc, c'est des règles qu'on doit justement c'est des standards qu'on doit passer, genre des certifications qu'on doit avoir pour prouver qu'on justement on n'interfère pas avec d'autres produits et d'autres technologies qui sont sur le marché. En ce moment justement, sur la dernière année, on a travaillé pour être qu'on passe justement ces certifications IMI, IMC pour justement être compatible avec n'importe quelle technologie. Je pense qu'on peut aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, on est conforme aux normes FCC. Ouais. C'est quand même quelque chose qui donne confiance. Oui, qui est un organisme américain assez important, il faut se le dire, effectivement. Oui. Je parlais tantôt du MIT, je me rappelle, ça avait fait beaucoup jaser, l'espèce de concept où tu pouvais charger dans une pièce au complet, par exemple, une lampe au bout de la pièce, tout ça sans passer aucun câble, aucun fil d'alimentation, des choses comme ça. Évidemment, ça frappe l'imaginaire. Là, on commence à avoir des petites applications d'alimentation sans fil. Évidemment, manifestement, vous y croyez parce que vous développez cette technologie-là, mais j'imagine, c'est quoi l'horizon? Quand est-ce que ça va devenir banal de faire ça, de dire mon bureau est entièrement sans fil, ou en tout cas, il recharge ses appareils entièrement sans fil. Quand est-ce qu'on peut imaginer que ça va être en marché puis que ça va exister pour vrai? Ben, ça va arriver par le produit de Main Gear dont on parlait un petit peu plus tôt. Puis nos horizons, c'est l'année prochaine, qu'on soit capable de le mettre en marché. Okay. Fait que ça va arriver vite. Donc 2023. Faut se préparer. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif, tu sais. Puis on est une jeune entreprise, fait que il y a des possibilités que les choses bougent dans le temps, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire. On est vraiment drivé par ça. Puis tout nous indique qu'on va y arriver. Fait que c'est pas mal cool. Ça va arriver plus vite que plus tard. Là. Ben, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez me parler de plus de la portion business de votre entreprise, parce que, bon, je vous ai rencontré, en tout cas, j'ai eu connaissance de votre entreprise à travers Zu Capital, que je salue en passant. Est-ce qu'il y a un écosystème d'entreprises dans ce créneau-là à Montréal? Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Par rapport à l'intégration dans un écosystème, il n'y a pas vraiment d'écosystème d'énergie sans fil à Montréal dans lequel Quaise vient s'imbriquer. Par contre, il y a l'industrie du gaming. Parce que justement, ce qu'on discutait au début, nos premières verticales en ce moment, c'est le gaming, le monde du gaming, parce que c'est des gens qui adorent la nouvelle tech. Et puis, c'est une industrie où justement les nouvelles technologies sont... c'est des gens qui aiment à rajouter des nouvelles technologies sur leur facilement adoptées, oui, c'est ça. Les early adopters, exactement. Et Zu Capital et l'industrie du gaming à Montréal est extrêmement fort, et ce qui nous donne énormément de feedback avec la communauté directe. Donc ça c'est un élément fort, on va dire, d'un point de vue, on va dire, l'industrie, pas forcément de l'énergie sans fil, mais de l'industrie, on va dire, des verticales vers lesquelles on s'enligne. Ouais, c'est intéressant. On va suivre ça de près. C'est quoi la prochaine grande étape pour vous? Parce que là, on parle du concept. Est-ce qu'on va avoir des prototypes bientôt? Quand est-ce qu'on entend parler de Quaise prochainement? Quand est-ce qu'on entend parler de Quaise prochainement? On s'enligne pas mal. On a dévoilé qu'on a un produit sur lequel on travaille. On en a parlé un petit peu plus tôt, puis ça va être un gros step. Et puis, là, présentement, on est vraiment focusé à sécuriser puis à faire mûrir notre technologie très rapidement. Fait que, la réponse, encore une fois, la plus intelligente que je peux te donner, là, c'est le plus vite possible. Avec horizon 2023 pour un premier produit dans le jeu vidéo. Oui. Ouais. On va suivre ça avec intérêt. Merci, messieurs. Xavier Bideau, PDG de Quaise, et Francis Roy, directeur de stratégie de Quaise également. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, messieurs. Bonne fin de journée. Nous, on passe une très courte pause juste pour entendre le bed musical de notre balado et on revient avec nos tests produits. Dans un instant, restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et de retour à Une tasse de tech pour notre troisième et dernier segment. On parle de gadgets assez intéressants et un peu cocasses même, je dirais, cette semaine. Mais avant tout, Pascal, présente-nous donc notre commanditaire.
CyberGhost VPN, c'est une des applications VPN les plus populaires sur la planète qui compte déjà 38 millions d'utilisateurs. C'est un service qui compte un avantage sur les autres outils VPN, en ce sens qu'il ne conserve aucune donnée de son utilisation. C'est un VPN, c'est fait pour sa vie privée. On ne garde pas de données. On peut utiliser le VPN CyberGhost jusqu'à 7 appareils en simultané. Donc, votre ordinateur, l'ordinateur de votre conjoint, partenaire, votre sans-fil, votre récepteur télénumérique. Pour les curieux, CyberGhost VPN vous donne la possibilité de tester le VPN pendant 45 jours ou vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Ça va vous aider à faire une idée de son utilité. Les auditeurs d'une tasse de tech ont pour leur part droit à une offre fantastique d'abonnement avec 4 mois offerts gratuitement et le coût réduit de 85 % par la suite. Ça revient à 2,15 $ par mois. Profitez-en en allant sur cyberghost.com/une tasse de tech et vous allez trouver le lien de réduction. On va aussi le partager sur nos réseaux sociaux, sur notre épisode, et ainsi de suite, un peu partout. Demandez-nous-le si vous ne trouvez pas le lien pour CyberGhost VPN. Excellent, merci Pascal. J'ai vu tout à l'heure subrepticement sur ton poignet un produit qui me rend vraiment jaloux. J'aurais aimé ça vraiment l'avoir en personne et ça n'a jamais vraiment donné, mais est-ce que tu l'as et tu l'as essayé? Parle-nous un peu, c'est une montre connectée Citizen. Oui, c'est la Citizen CZ Smart Hybrid. J'ai aussi en ma possession la version qui est sur Wear OS, la version qui est entièrement numérique. Mais ce que je trouvais particulier, c'est pour ça que je voulais l'essayer en premier. J'ai comme une affection particulière pour les montres avec des vraies aiguilles, les montres mécaniques. Depuis que je suis tout petit, j'en porte, je les aime, je les utilise. Et donc, la CZ Smart Hybrid de Citizen, c'est une montre connectée avec de vraies aiguilles. Et une autre de mes passions, un affichage en papier électronique pour afficher les informations à l'arrière. Monochrome, le e-ink. Donc, du e-ink, du papier électronique, c'est vraiment fantastique, ce qui fait que l'autonomie peut atteindre jusqu'à 2 semaines avant d'avoir à la recharger, selon l'utilisation, similaire à la montre de Huawei, si on veut, mais elle est vraiment élégante avec de vraies aiguilles qui bougent. Donc, on a des vraies aiguilles physiques. Il y a 3 beaux boutons pour contrôler les fonctions. On peut tapoter 2 fois pour allumer l'éclairage, mais on a quand même 3 beaux boutons, des vrais boutons pressoirs qui ressemblent à ceux d'un chronomètre. Je les aime beaucoup. Et ce qui est le fun, c'est que l'affichage en papier électronique, comme il n'affiche pas de lumière, c'est là qu'on doit activer l'éclairage pour voir quand il fait noir. L'éclairage n'est pas très égal. Je m'attendais à un éclairage plus, c'est Indiglo, je crois, sur les montres Timex, un éclairage très doux, très uniforme. Dans ce cas-ci, c'était un peu plus... L'éclairage n'était pas tout à fait parfait. En tout cas, je trouvais que c'était pas aussi élégant que je m'attendais. Et l'affichage en papier électronique est aussi assez minimaliste. Ça fonctionne avec un système d'opération de Citizen, donc c'est pas Wear OS, c'est pas quelque chose de mieux développé. Et c'est une application maison aussi pour la Citizen CZ hybride. C'est une application maison qu'on utilise pour contrôler sa montre. Je crois qu'il y a 10 fonds d'écran qu'on peut utiliser. Ils ne sont pas super intéressants. J'ai conservé celui par défaut. Dommage. J'aurais aimé pouvoir les créer. On indique dans l'application qu'on peut créer nos propres fonds d'écran. Je n'ai pas vu comment le faire. Donc, c'est peut-être une application qui n'est pas disponible. J'ai utilisé ça avec ma montre Android. Peut-être qu'avec l'application iOS, on peut le faire. C'est compatible. Les services sont quand même minimalistes. Il n'y a pas de GPS là-dedans. Ce n'est pas pour une personne qui fait beaucoup de sport. Il y a des accéléromètres qui vont détecter si on fait de l'activité physique. 4 activités physiques, du vélo, de la course, du rameur ou de la marche. Pas beaucoup plus. Donc, pour le sportif qui veut faire son triathlon, et ainsi de suite, c'est pas encore une fois l'option. Ce que je trouve fantastique, par exemple, c'est l'interaction entre l'affichage en papier électronique, je le répète, c'est beau, et les aiguilles, pour ne pas que les aiguilles cachent l'information affichée. Quand on active une fonction, les aiguilles se mettent en position 9h15. Ah bon? Et donc, les aiguilles se déplacent. C'est très beau. Ça dégage, ben oui. Et on peut donc contrôler sa musique. On voit la chanson qui est affichée. C'est la fonction qui marche mieux. Le mieux, c'est nono, là, mais ça, de contrôler sa musique avec sa montre, avec des bons boutons. Quand ça marche bien, c'est vraiment fantastique. Quand ça marche une fois sur 2, c'est pas le fun. Dans ce cas-ci, ça marchait très bien. Donc, j'ai pu contrôler ma musique, monter le volume, baisser le volume avec ma montre. Ça fonctionne très bien. Les aiguilles se mettent à 9h09. Ça se replace à l'heure après un petit bout de temps. Parce que quelqu'un se demandait, voyons, pourquoi il n'est pas à l'heure ta montre, il est à 9h15. Ouais. Non, c'est voulu. Puis on peut ainsi passer d'une fonction à l'autre. Quand on active le chronomètre,
Les aiguilles se mettent aussi en position pour indiquer le chronomètre. Malheureusement, les centièmes de seconde ne sont pas enregistrés, c'est seulement les secondes. Oh, Donc, en 2022, un c'est important chronomètre qui ça n'a quand pas de même. centièmes Ben de oui. seconde, je trouvais ça un peu dommage. Bon. Je peux comprendre qu'avec les aiguilles, on n'affiche pas les centièmes de seconde, c'est un peu compliqué, mais que quand on appuie sur le bouton stop, qu'on n'ait pas les centièmes de seconde, ça m'a un peu déçu. Ouais. Fait que c'est une montre que je trouve fantastique et très jolie. Je me demande de quoi pourrait avoir l'air avec différents bracelets. Il doit avoir une bonne Encore une autonomie fois, là-dessus aussi, non? 2 semaines d'autonomie. C'est excellent. Donc, jusqu'à 2 semaines, selon l'utilisation, évidemment. Et puis, le bracelet, évidemment, on peut le remplacer. C'est des bracelets de montre standards qui coûtent quelques dollars. Donc, on peut se prendre un bracelet en cuir, en métal, comme on le désire, contrairement à des bracelets propriétaires de d'autres montres intelligentes que nous ne nommerons pas. Donc, des bracelets de montre très abordables. Je l'aime beaucoup, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait « elle est 425 dollars. » Donc, à ce prix-là, on a une Apple Watch. C'est pas donné. Effectivement. Cela dit, on n'a pas non plus une Citizen EcoDrive parce qu'il y a des modèles qui montent au-delà des 600 $ dans ce créneau-là. Donc, effectivement, Citizen qui n'est pas une marque bas de gamme en partant. Là. C'est ça. Puis les montres Citizen sont souvent en promotion. Donc, si on regarde les soldes, on peut les trouver à bas prix. Mais j'ai trouvé que pour une montre comme ça, moi, je m'attendais honnêtement à payer autour de 200 $. Une montre plus qu'une montre de base, pas une full montre, mais là, le prix, elle est très jolie, très bien faite, très bien contre 3 atmosphères de résistance à l'eau. Mais il y a peut-être des options, c'est pas la plus abordable des montres. Il faut vraiment aimer le style distinctif, les vraies aiguilles. Moi, juste pour ça, je suis vendu. Papier électronique, je suis très vendu. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait peut-être que j'irai vers d'autres moins modèles. vendu, je peux comprendre. Mais les aiguilles, aïe, aïe, aïe. Oui, ben, il y a toujours des belles montres, effectivement. Merci, Pascal. Moi, j'y ai pensé parce que le gadget dont je vais vous parler cette semaine, finalement, fait un beau cadeau de la Saint-Valentin. C'est un peu comme ça que je le définis, à condition d'avoir le goût de payer. La totale, c'est, si vous voulez le voir, un bâton de rouge à lèvres nouveau genre. Il s'appelle littéralement le Lipstick. En fait, pour être exact, ce sont les écouteurs Bluetooth FreeBuds Lipstick de Huawei. Huawei, on en a parlé à quelques reprises dans les dernières semaines, mais ils ont lancé une petite gamme de produits en même temps. Et là, évidemment, on découle. Et là, ils viennent de lancer ça au Canada. On n'était pas sûr que ça allait venir. Il s'agit d'écouteurs un peu comme les AirPods de base, là, donc qui se portent sans avoir de petits capuchons en silicone, entre autres, pour vraiment boucher le conduit auditif, mais qui ont quand même une certaine insonorisation, qui ont un système assez sophistiqué d'annulation du bruit et qui sont rouges et qui viennent dans un boîtier de recharge qui ressemble à un bâton de rouge à lèvres, d'où le nom lipstick. Parce qu'évidemment, lipstick en anglais, ça veut dire rouge à lèvres. Donc, quand on ouvre le boîtier pour récupérer les écouteurs, c'est comme si on ouvrait un tube un peu rectangulaire de rouge à lèvres. Et c'est ça qui fait un peu le gag. Et comme ça fait un petit cadeau très, très, très stylé, très chic, très mode, ça s'adresse évidemment à un genre de clientèle assez spécifique. D'ailleurs, ma copine, quand elle l'a vu, elle se l'est appropriée immédiatement parce qu'elle aimait beaucoup de formats. Donc, ça va chercher ce genre de personnes qui aiment l'apparence des beaux produits, disons-le comme ça. Ce sont des appareils Huawei, mais ce sont des écouteurs Bluetooth, donc compatibles avec n'importe quel autre appareil. Pas besoin d'avoir un téléphone ou un produit Huawei pour en profiter. Une particularité, malgré leur format qui semble très peu insonorisé, c'est qu'il y a une capacité sonore assez bonne, là, de haute résolution. Le format est quand même relativement grand, donc il y a beaucoup d'espace pour un petit haut-parleur de grave. On dit qu'on peut atteindre des basses jusqu'à 40 kHz. C'est quand même un niveau assez grave de voix et de musique. Il y a d'ailleurs possibilité d'ajuster la qualité sonore, l'égalisateur, entre autres, mais on peut aussi laisser faire l'appareil parce qu'il est muni de micros et de... Écoute, je ne sais pas quel genre de capteur ils ont, mais ils disent qu'ils détectent l'espèce de forme de notre canal auditif et qu'ils l'adaptent en conséquence le niveau sonore, les différents réglages de haute fréquence, de moyenne fréquence et de basse fréquence pour produire le meilleur son, peu importe quelle oreille le porte. Ce qui est une façon très intéressante de le dire, mais aussi le fait est qu'ils ont testé ce format-là sur plus de 10 000 personnes, ou en tout cas, en théorie, 10 000 formats d'oreilles. Je ne suis pas sûr que c'est des vraies personnes tellement que des mannequins. Bon, ça a été simulé de façon numérique. Mais bref, ça pour dire que c'est supposé être le confort à long terme le plus intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant, et je ne sais pas à quel point ça vaut la peine, mais il y a un mode d'enregistrement haute résolution intégré quand on le combine avec l'application Huawei
d'applications pour les appareils connectés Huawei qu'on peut installer évidemment sur un téléphone Android. C'est même pas, non, c'est pas santé, c'est une autre application, mais qui permet d'enregistrer parce qu'ils disent c'est une façon d'enregistrer votre voix si vous faites par exemple un blog ou un vlog, donc un enregistrement, une balado, comme nous, justement. Donc, nous, on ne fait pas, il faudrait l'essayer éventuellement, mais on promet une qualité sonore comparable à un bon micro de balado, alors que ça se porte dans l'oreille. Ça, on en prend et on en laisse. Ça, je ne suis pas entièrement certain qu'on atteigne ce niveau-là, mais cela dit, le fait de l'avoir, ça peut intéresser des gens qui aiment beaucoup commenter ce qu'ils filment et qui peuvent justement enregistrer leur voix avec un certain niveau de qualité. Cela dit, malgré tout ce que je viens de dire et le fait que ça a été conçu pour être porté de très longues heures sans fatiguer l'oreille, il y a une autonomie de 4 heures seulement sans l'annulation du bruit. C'est plus court que la moyenne, honnêtement. On est rendu à 5-6 heures minimum dans le cas des appareils, même à $100. Donc, c'est un peu court. Avec le chargeur qui est inclus dans le boîtier dans lequel on dépose les écouteurs, on atteint 22 heures. Donc, il faut juste le charger rapidement. C'est une vingtaine de minutes, puis on reprend quelques heures d'autonomie. Ce qui fait que de ce point de vue-là, techniquement, c'est assez moyen. Et malheureusement, c'est assez moyen à un prix très haut. C'est 348 $ qu'il est en vente. Ils le vendent en ce moment en pré-vente. Vous pouvez faire un cadeau, un pré-cadeau de la Saint-Valentin et vous obtenez en prime un bracelet connecté, là, le Huawei Band 6, quelque chose comme ça, qui est un bracelet d'exercice connecté qui vous permet d'avoir aussi de la musique, des trucs comme ça. Et vous pouvez jumeler évidemment vos écouteurs avec, mais ce sont des écouteurs conçus évidemment pour flasher en société, n'est-ce pas? Maintenant que tout est déconfiné, au coin du comptoir d'un restaurant, sortir vos écouteurs en forme de rouge à lèvres et vous paraissez drôlement bien. À condition, évidemment, que ça rentre dans votre style de vie, là, de sortir un rouge à lèvres comme celui-là et d'avoir aussi le budget pour vous l'offrir, parce que 348 $, c'est cher. Pour des écouteurs sans fil, mais je peux me permettre de dire que le design est quand même magnifique. Ça paraît bien. Oui. C'est un truc qui sort d'une usine de Chanel. Là. C'est l'indicateur de la nouvelle stratégie de Huawei, parce que Huawei a tous les problèmes qu'on sait, mais au niveau des produits grand public, ils veulent se positionner comme une marque plus haut de gamme. Donc, ça explique le prix et aussi le design qui est un petit peu plus soigné qu'un produit chinois comparable. Exactement. Et je vais me permettre de faire le bruit. Il faut l'entendre. On l'a entendu à quelques reprises probablement dans le podcast. Mais le bruit, quand le tube se referme, là. Oui, il y a une emprise magnétique qui fait que évidemment, le boîtier il se ferme comme un J'aime ça. Produit plus haut de gamme. Ça sonne qualité. Mais encore faut-il avoir les budgets. C'est un peu ça qui m'agace, c'est on fait des beaux produits, mais ils sont à des prix ridicules, donc c'est un peu embêtant. C'est ce qui a créé l'intérêt. La montre Citizen CZ Smart, elle a un prix élevé, mais elle va montrer ton statut, Alain, et elle est fait jaser. Moi, quand je l'ai portée, les gens qui me connaissent m'ont demandé c'était quoi cette montre-là, elle était distinctive. On dit aussi et je suis certain que les écouteurs lipstick vont faire jaser, c'est certain. Écoute, oui, puis j'allais dire, l'amour n'a pas de prix, et comme c'est la Saint-Valentin, si vous faites un prix à votre douce moitié, si vous faites un cadeau à votre douce moitié, peut-être que la valeur du cadeau est significative. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je n'ai aucune idée. Moi, Oui, Pascal. Je pense que c'est le temps de terminer le podcast. C'est la fin. On va passer à nos cadeaux de Saint-Valentin. Sur cette note, effectivement, on s'en va magasiner du chocolat et des roses de ce pas. Je te laisse remercier nos commanditaires, Pascal. Merci beaucoup. Microsoft, TELUS et Jura, notre partenaire café, GoDaddy.ca, CyberGhost VPN, C23 qui assure la diffusion, la distribution du podcast dans les 23 stations du réseau Cogeco. Claude Hébert, la mise en onde. Merci beaucoup dans les studios du 98.5. On peut nous suivre dans les médias sociaux sur pascalforgette.com dans mon cas, Alain dans Le Devoir. Amuse-toi bien, Alain, à la semaine prochaine. C'est un plaisir. Pareillement, bonne fin de journée à tous. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. J'ai un scoop la semaine prochaine, je vous dis tout de suite. Je peux pas vous dire c'est pas maintenant. Mais revenez nous voir à une tasse de tech pour ce scoop et pour plein d'informations techno. Salut tout le monde!